Ah, des vacances bien méritées, enfin. Cette fois, tu vas voir quelque chose de nouveau. Un océan sur l'une des lunes d'Uranus. Bon, je plaisante. Cette destination n'est pas encore prête pour les vacances. Mais il y a quand même des océans impressionnants là-bas. Ne me dis pas que tu pensais que les océans n'existent que sur Terre. Avant de plonger dans les océans des lunes d'Uranus, parlons d'abord d'Uranus elle-même. La 7e planète à partir du Soleil, est le caillou le plus cool du système solaire. Elle possède 27 lunes, et 4 d'entre elles pourraient théoriquement abriter des océans. C'est quand même pas mal, tu ne trouves pas? Et toutes ces lunes sont comme des mini-copies d'Uranus. Elles s'inclinent selon le même angle que leur planète mère, à 98 degrés pour être exact. Et Uranus est unique. Elle tourne autour du Soleil penchée sur le côté. Son équateur est donc presque à angle droit par rapport à son orbite. Quelle rebelle! Mais pourquoi Uranus est-elle ainsi? Certains astronomes pensent qu'elle s'est fait renverser lors d'une collision avec une autre planète. Et cet impact pourrait bien avoir créé toutes ces lunes. Un détail amusant, ces satellites ont des noms assez particuliers. Au lieu de personnages mythiques, la plupart portent des noms issus de l'œuvre de Shakespeare. Qui a besoin de Zeus quand on a Juliette et Dédémone? Découvrir ces lunes n'est pas chose facile. Elles sont très sombres et situées à des milliards de kilomètres du Soleil. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'ici, l'aiguille est vraiment minuscule. Ces 27 lunes se répartissent en 3 groupes. 13 lunes intérieures, 5 majeures et 9 irrégulières. Les irrégulières sont des rebelles aux orbites rétrogrades, tandis que les autres sont progrades et suivent le mouvement d'Uranus. Les grandes lunes sont Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. Elles se trouvent toutes sur le plan équatorial d'Uranus et sont assez grosses pour être rondes. Elles ont des cratères, des canyons et des falaises. Elles se sont formées à la suite d'un impact gigantesque qui a fait basculer Uranus sur son axe. C'est pourquoi elles sont toutes inclinées. Et à cause de cette inclinaison, elles ont des saisons complètement folles, tout comme Uranus. Nous n'avons pas encore trouvé toutes les lunes de cette planète. Les petites lunes irrégulières sont rusées et difficiles à détecter. Peut-être y en a-t-il beaucoup d'autres. Mais voilà, ce qui est vraiment génial, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de quoi sont faites ces lunes, mais nous pensons qu'il pourrait s'agir de roches et de glace. Miranda est la plus glacée, tandis que les lunes intérieures sont probablement poussiéreuses. Et celles qui se trouvent au-delà de l'orbite d'Oberon, ce sont sans doute des astéroïdes soit rocheux, soit glacés, soit autre chose. Mais ce qui distingue vraiment les lunes d'Uranus, c'est qu'elles sont toutes inclinées comme la planète. C'est fou! Leur exploration pourrait nous en apprendre beaucoup sur la façon dont les mondes océaniques se forment et restent actifs. Titania est la plus grosse lune d'Uranus, mais elle fait moins de la moitié de notre lune à nous, avec un diamètre d'environ 1600 km. C'est aussi la 8e lune la plus lourde de tout le système solaire. Elle a été baptisée en l'honneur de la reine des fées du songe d'une nuit d'été. Titania est grise et présente des taches brillantes que les scientifiques pensent être du givre. Elle est composée d'un mélange de glace et de roches, comme toutes les autres lunes proches d'Uranus. Oberon est la 2e plus grande lune d'Uranus, nommée d'après le roi des fées dans la pièce de Shakespeare. Elle fait presque la même taille que Titania, et est également composée de glace et de roches. Mais la surface d'Oberon est beaucoup plus cratérisée que celle des autres satellites. Umbriel et Ariel sont les 3e et 4e plus grandes lunes d'Uranus, avec des diamètres respectifs de 1168 et 1156 km. Umbriel porte le nom d'un mauvais esprit, et c'est la plus sombre des grandes lunes d'Uranus. Elle ne reflète que 16% de la lumière qui la touche. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi elle est si sombre, mais ils pensent que l'anneau brillant qui borde son cratère pourrait être dû à des dépôts de givre. Ariel est la plus lumineuse des grandes lunes d'Uranus. Elle réfléchit plus d'un tiers de la lumière du Soleil. Elle doit son nom à un personnage d'un poème de Pope et d'une pièce de Shakespeare. Ariel a l'air d'être la plus jeune des lunes, car elle ne présente que quelques petits cratères, dus à des collisions récentes. Miranda est la plus petite de toutes ces grandes lunes, avec un diamètre d'environ 470 km. La NASA affirme qu'elle serait composée de morceaux provenant de différents corps, comme un monstre de Frankenstein. Elle présente 3 grandes coronets, ou couronnes, uniques en leur genre. Elles sont légèrement cratérisées, avec des crêtes et des vallées, et sont séparées des parties plus anciennes et plus cratérisées par de nettes frontières. On y trouve également des canyons géants, près de 12 fois plus profonds que notre Grand Canyon. Les scientifiques ignorent pourquoi Miranda présente de telles caractéristiques, mais selon une théorie, elle aurait subi une grande collision,
et se serait ensuite recomposé comme ça. Toutes ces grosses lunes sont verrouillées par rapport à Uranus, tout comme la Lune terrestre. Uranus possède des caractéristiques très intéressantes, mais c'est son système d'anneaux qui est vraiment cool. Et sache que toutes les lunes contribuent à la formation de ces anneaux. Uranus possède 13 lunes intérieures et 13 anneaux peu visibles, mais tous reliés entre eux comme une grande famille cosmique. Cordelia et Ophélie sont en quelque sorte les gardiennes de l'anneau le plus externe, Epsilon. Ces deux lunes bergères tiennent toutes ces particules en place. Et Cordelia est la plus proche de la surface d'Uranus. Mais le plus important, c'est qu'il y a au moins 8 autres petits satellites dans cette zone. C'est plutôt bondé. La NASA se demande encore comment ils ne s'écrasent pas tous les uns contre les autres. Les lunes intérieures sont composées à moitié de glace et à moitié de roche, mais nous ne savons pas grand-chose des lunes extérieures. La NASA pense qu'il pourrait s'agir d'astéroïdes capturés par l'attraction gravitationnelle d'Uranus. Quoi qu'il en soit, la planète et ses lunes sont assurément hors du commun. Apparemment, ces satellites pourraient abriter des océans salés sous leur surface gelée. Les plus éloignés d'Uranus, Titania et Oberon, pourraient même avoir des océans d'une profondeur de 48 km. C'est plus profond que la fosse des Mariannes. Les océans d'Ariel et d'Umbriel pourraient faire près de 30 km de profondeur. La NASA s'est servie d'un programme de modélisation informatique et des données de la sonde Voyager 2, lancée en 1977 pour comprendre la composition et la structure de ces lunes. On a alors découvert que Titania était suffisamment grande pour conserver sa chaleur interne et empêcher son océan de geler. Mais attention, les autres lunes ont peut-être elles aussi des océans chauds. Les chercheurs ont découvert des sources potentielles de chaleur dans leurs manteaux rocheux. Il pourrait en jaillir un liquide chaud qui maintiendrait la température des océans. Et ces océans pourraient même être suffisamment chauds pour abriter la vie. L'étude a également révélé que des chlorures et de l'ammoniac abondent probablement dans ces mers lunaires. L'ammoniac est comme un antigel et les sels présents dans l'eau pourraient également contribuer à maintenir des températures élevées. Mais est-ce vraiment suffisant pour que ces lunes pourtant glacées contiennent de l'eau liquide propice à la vie cellulaire? Tout repose évidemment sur un mélange équilibré de toutes les substances présentes et sur la position du satellite par rapport à sa planète mère et au Soleil. Et si ces lunes possèdent réellement des océans, cela signifie qu'il pourrait y avoir d'autres mondes océaniques dans notre système solaire et même au-delà. Vraiment fantastique. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car ces océans sont très salés. Environ 150 grammes de sel par litre d'eau. Ce n'est peut-être pas plus salé que le grand lac salé de l'Utah, mais tout de même. Quant à la 5e plus grosse lune d'Uranus, Miranda, elle a peut-être eu un océan à un moment donné, mais nous pensons qu'il a rapidement fini par geler. Quoi qu'il en soit, la NASA envisage d'envoyer une mission sur Uranus. Uranus est un géant énigmatique qui intrigue les astronomes depuis des siècles. Mais ce qui distingue ce géant gazeux des autres, c'est son étrange inclinaison. Alors que la plupart des planètes tournent autour d'un axe perpendiculaire à leur orbite, Uranus effectue une rotation dans une direction différente. Mais pourquoi a-t-il cette apparence? Comment la planète en est-elle venue à être couchée sur le côté? Et que verrions-nous si nous visitions la surface d'une telle planète? Découvrons-le. Uranus, la 7e planète à partir du Soleil, est une étrangeté cosmique et la source de nombreuses blagues. C'est l'une des géantes gazeuses de notre système solaire, avec Jupiter, Saturne et Neptune. C'est également la 3e plus grande planète de notre système solaire, avec un diamètre d'environ 49 889 km. Et l'une de ses nombreuses particularités est une étrange rotation sur le côté. Tous les planètes de notre système solaire ne sont pas alignées en ligne droite. Alors que la plupart des planètes de notre système solaire ont une inclinaison axiale de moins de 30 degrés, Uranus est incliné à un angle de presque 98 degrés. C'est comme cet ami qui doit toujours être différent, même si cela signifie se tenir sur la tête pour prouver un point. Alors ses pôles nord et sud sont orientés vers l'est et l'ouest. C'est comme si la planète était devenue paresseuse et s'était simplement retournée un jour, décidant de faire une sieste. Et pourquoi Uranus est-elle si inclinée, vous demandez-vous? Les scientifiques ont autrefois pensé que cela était dû à une sorte de collision. Ils pensaient que quelque chose de gigantesque était entré en collision avec Uranus. Quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à notre Terre. Une planète naine l'a percutée, la Terre s'est légèrement inclinée, et la Lune est née des débris de la collision. Mais cette théorie avait un problème. Dans l'univers primitif, il y avait une pléthore d'astéroïdes, de planètes naines et autres objets massifs.
Et si tel est le cas, alors pourquoi seul Uranus est-il incliné? Toutes sortes d'objets ont également percuté d'autres planètes, mais elles ne présentent pas de telles caractéristiques. Mais récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude. Et maintenant, les scientifiques pensent que le coupable pourrait être une lune perdue depuis longtemps qui s'est éloignée. Autrefois, à l'époque des débuts du système solaire, les planètes géantes se trouvaient bien plus proches les unes des autres et beaucoup plus près du Soleil. Mais, comme nous le savons tous, les faits peuvent dégénérer. Quelque chose a fait que Uranus et Neptune ont migré le plus loin, comme si elles essayaient de s'éloigner de la surveillance stricte du Soleil. Chaque planète géante possédait une collection de lunes, mais celle-ci se faisait constamment déplacer pendant toute cette folie migratoire. Certaines planètes perdirent des lunes, tandis que d'autres en gagnaient de nouvelles. Uranus aurait pu naître avec une lune massive, ou en capturer une rapidement. Et si cette lune était suffisamment grande, elle aurait pu commencer à jouer avec la rotation d'Uranus. Cette lune a exercé son attraction gravitationnelle sur Uranus, aggravant encore ses oscillations. Au fil du temps, cela a fait incliner Uranus de plus en plus. Finalement, elle s'est écrasée sur la planète, fixant ainsi son inclinaison actuelle. Bien que la théorie soit assez solide selon les modèles informatiques, nous devrons attendre jusqu'à au moins 2030. C'est à ce moment-là que la Chine prévoit de lancer le vaisseau spatial Tianwen-4 pour examiner de plus près Uranus et l'étudier davantage. Qui sait quels autres secrets fous de l'espace nous découvrirons ensuite. En attendant, nous pouvons tous nous amuser de la planète paresseuse et rebelle, qui semble incapable de se tenir bien droite. Une caractéristique si drôle et unique vous fait vous demander « Qu'est-ce que nous verrions exactement si nous nous tenions sur cette planète ? Comment son étrange inclinaison affecterait-elle la vue depuis sa surface ?» Voyons voir. Si vous étiez debout à la surface d'Uranus, bien qu'elle n'ait pas vraiment de surface, c'est plutôt comme une atmosphère gazeuse, vous auriez une vue impressionnante. Vous verriez le soleil se lever à l'est, tout comme sur Terre, mais ensuite il continuerait à parcourir le ciel sur un chemin incliné, comme une spirale paresseuse. À propos du coucher de soleil, cependant, j'espère que vous avez de la patience, car il faudrait 42 ans pour que le soleil complète un cercle complet dans le ciel d'Uranus. Cela fait vraiment longtemps à attendre avant de finalement aller se coucher. Mais en parlant du ciel, ce serait un spectacle magnifique à contempler. Uranus est connu pour sa couleur bleu-vert étonnante et unique. Cela est dû au méthane présent dans son atmosphère. Le méthane absorbe la lumière rouge, donnant à Uranus sa teinte froide. Vous verriez également d'incroyables nuages et tempêtes tourbillonnant autour de la planète. Mais si vous cherchez des constellations, vous n'avez pas de chance. L'inclinaison extrême d'Uranus signifie que ses pôles font face au Soleil. Donc, les étoiles seraient dispersées dans le ciel. Les constellations qui nous sont familières seraient méconnaissables depuis Uranus. De plus, à mesure que la planète tourne, les positions des étoiles changeraient très fréquemment. Pour vous, marins là-bas, bonne chance pour la navigation. Mais vous pourriez voir ces belles lunes. Uranus compte 27 lunes connues, la plus grande étant Titania, suivie d'Oberon, d'Umbriel, d'Ariel et de Miranda. On pense que ces lunes se sont formées à partir du même matériau que celui qui a formé Uranus. Et oui, l'inclinaison les affecte aussi. Elles orbitent autour de la planète perpendiculairement au mouvement de cette dernière autour du Soleil. Et ils ne sont pas les seuls. Saviez-vous qu'Uranus a aussi des anneaux? Oui, Saturne n'est pas si unique. Les anneaux sont composés de particules de glace, certaines aussi petites que des grains de sable et d'autres aussi grandes que plusieurs pieds de diamètre. Ils sont minces, étroits et sombres, comparés à ceux de Saturne, par exemple. Ils sont en fait si noirs qu'ils ne réfléchissent presque pas la lumière. C'est pourquoi il était si difficile de les voir depuis la Terre. Mais si vous étiez près de la surface d'Uranus, vous pourriez peut-être les voir dans le ciel. La seule question est, seriez-vous même capable de vous concentrer sur toutes ces vues? Parce qu'Uranus est extrêmement froide, et ce sera probablement la seule chose à laquelle vous penseriez. Nous parlons de températures pouvant descendre jusqu'à moins 212 degrés Celsius. Brr, mieux vaut emporter des vêtements chauds pour ce voyage. Cela s'explique par le fait qu'elle est si éloignée du Soleil et que son atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium.
Et non seulement Uranus est la planète la plus froide de notre système solaire, mais les hivers y sont longs. En raison de l'inclinaison extrême, ces saisons durent plus de 20 ans. C'est comme si la planète était coincée dans un état perpétuel d'hiver, ce qui est à la fois cool, sans mauvais jeu de mots, et en même temps un peu triste. Et si cela n'est pas assez froid, Uranus est également connu pour ses vents violents. En fait, ils peuvent souffler jusqu'à 579 km/h. Vous pourriez donc vouloir vous accrocher fermement à quelque chose ou porter une combinaison coupe-vent pour éviter d'être emporté comme une feuille. Enfin, le champ magnétique d'Uranus est également incliné à un angle de 59 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Cela crée des effets intéressants. Le plus évident est la beauté des aurores, qui ressemblent aux lumières boréales et australes sur Terre. Sur Uranus, cependant, les aurores se trouvent près de l'équateur de la planète plutôt qu'au pôle. N'est-ce pas incroyable? Le résultat est un spectacle lumineux éblouissant qui ferait s'arrêter et observer avec émerveillement même le voyageur spatial le plus blasé. Mais, bien que cela semble plutôt impressionnant, cela rend plus difficile la navigation des engins spatiaux autour d'Uranus. Le champ magnétique crée une attraction gravitationnelle déséquilibrée qui peut affecter la trajectoire des engins spatiaux. Cela rend l'exploration d'Uranus un peu plus difficile, mais peut-être que cela changera à l'avenir. Dans l'ensemble, se tenir sur Uranus serait une expérience glaciale, vacillante et à couper le souffle, et certainement pas une simple promenade au parc. La prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, pensez à cette magnifique planète glacée, et souvenez-vous que même dans l'immense étendue de l'espace, il y a toujours quelque chose de nouveau et d'excitant à découvrir. Alors, une planète plusieurs fois plus grosse que la Terre, où de vrais diamants tombent du ciel comme de la pluie, ça sonne déjà très science-fiction. Mais crois-moi, ce n'est même pas la partie la plus étrange de l'histoire. Tu vois, les scientifiques ont récemment pointé le télescope spatial James Webb vers ce monde au nom qui ressemble à celui de mon permis de conduire, et ont découvert qu'il ignore pas mal de règles. La plupart des planètes, comme la Terre, tournent autour d'étoiles normales, comme notre Soleil. Mais la planète au diamant, appelons-la comme ça, tourne autour d'un pulsar. Ce monde orbite autour de quelque chose de bien plus effrayant qu'une étoile normale. Un pulsar, un type d'étoile à neutrons. Les pulsars naissent quand une étoile massive s'effondre et qu'une supernova explose en pulvérisant toutes les planètes voisines. Et même si ces planètes ne cessent pas d'exister tout de suite, le rayonnement arrache littéralement de la matière à l'étoile compagne au fil du temps. Petit à petit, le pulsar la dévore vivante, comme un cannibalisme cosmique. Mais le nouvel objet mystérieux n'est pas une étoile, c'est une planète. Et des planètes ne devraient ni survivre si près d'un tel rayonnement, ni évoluer vers quelque chose d'aussi bizarre chimiquement. Bref, le pulsar à côté duquel vit la planète au diamant tourne à une vitesse folle et projette des faisceaux de rayonnement comme un phare cosmique fait de rayons gamma. Normalement, les étoiles aveuglent les télescopes quand on étudie des planètes proches. Mais les pulsars brillent peu dans l'infrarouge, le type de lumière que détecte le télescope James Webb. Les astronomes ont donc pu voir la planète luire pendant que son parent mortel, le pulsar, restait presque invisible. Ils ont remarqué que sa masse, son rayon et sa température sont assez normaux pour ce qu'on appelle un Jupiter chaud. C'est l'un des types d'exoplanètes les plus rares. Mais ensuite, tout est devenu bizarre. Enfin, encore plus bizarre. D'abord, on connaît très peu de pulsars qui hébergent des exoplanètes. Et aucune de celles repérées jusqu'ici n'est une géante gazeuse. Ensuite, la forme de la planète au diamant est assez étrange parce qu'elle orbite son pulsar à seulement environ 1 million de miles. Qu'elle subit fortement sa gravité et que c'est pour cela qu'elle a cette drôle de forme de citron. Mais le plus étrange, c'est l'atmosphère de la planète, qui contient d'immenses quantités d'hélium et de molécules de carbone. Ce carbone flotte librement au lieu de se lier à l'oxygène ou à l'azote comme il le fait d'habitude. À des températures comprises entre environ 1200 et 3700 degrés Fahrenheit, le carbone ne devrait pas survivre ainsi. Sur presque tous les autres mondes connus des astrophysiciens, il se lie très vite à d'autres éléments. Mais notre étrange planète ignore totalement cette règle, et aucune des exoplanètes bien étudiées ne se comporte ainsi.
On dirait que la pression au cœur de ce monde de diamants comprime le carbone si fort qu'il se transforme en diamant et qu'il tombe sans cesse vers le noyau comme des grêlons étincelants de la taille de montagne. Les scientifiques ne comprennent toujours pas totalement ce monde de diamants. Mais ils ont essayé de le comparer à ce qu'on appelle un système veuve noire. Il s'agit généralement de deux objets enfermés en orbite, un pulsar dense et une étoile compagne plus petite, semblable à notre Soleil, mais bien plus brillante. La planète aux diamants montre des quantités écrasantes de carbone, bien au-delà de ce que la physique nous dit être possible. Elle ne semble pas s'être formée comme une planète normale à partir de gaz et de poussière. Et elle ne semble pas non plus venir d'une étoile dépouillée par un pulsar. Donc, pour l'instant, elle n'entre dans aucun scénario de formation connu. Le pulsar a peut-être effacé une ancienne étoile compagne si complètement qu'il n'en est resté qu'un noyau de carbone ultra dense. Une autre idée veut qu'un rayonnement extrême ait remodelé une planète existante pendant des millions, voire des milliards d'années. Pendant que les scientifiques résolvent ce mystère, allons sur Uranus, où il pleut aussi des diamants. Au fond de cette géante glacée, les températures dépassent 12 000 degrés Fahrenheit selon les modèles mathématiques et la pression grimpe jusqu'à des millions de fois celle de l'atmosphère terrestre. Le méthane est écrasé jusqu'à ce que ses molécules se brisent. Les atomes de carbone libérés s'assemblent, forment des structures cristallines et grossissent jusqu'à devenir des diamants. Ces diamants s'enfoncent plus profondément, fondent dans des couches plus chaudes, remontent ensuite et recommencent le cycle sans fin. Et ce n'est pas tout! Le télescope James Webb a montré que le champ magnétique d'Uranus est incliné d'environ 60 degrés. Ce qui veut dire que le bouclier magnétique invisible de la planète est tordu par rapport à sa rotation. Sur Terre, les aurores restent près des pôles, mais Uranus étale des aurores lumineuses sur d'immenses régions de son atmosphère. Webb a observé la planète tourner pendant 15 heures, soit presque une journée uranienne complète, et a capté d'énormes flux d'énergie traversant la haute atmosphère comme des systèmes météo lumineux alimentés depuis l'intérieur même de la planète. Tout cela signifie que les géantes glacées redistribuent la chaleur d'une manière que nous comprenons à peine. Uranus roule presque sur le côté en orbitant autour du Soleil. Et cette orientation étrange semble tordre la façon dont les particules chargées se déplacent dans son atmosphère. Au lieu de jolis spectacles lumineux polaires comme chez nous, Uranus crée des aurores errantes, aussi appelées Wandering Aurora, qui s'étirent sur la planète comme des tempêtes cosmiques au néon. Les étudier peut aider les chercheurs à mieux comprendre les champs magnétiques. C'est assez important, car ils agissent comme des champs de force planétaires qui protègent les atmosphères contre le rayonnement spatial. En même temps, un autre monde mystérieux possède ses propres systèmes météo franchement étranges. Je parle de Titan, la plus grande lune de Saturne. Titan n'utilise pas l'eau pour sa pluie ou ses lacs. Il utilise le méthane, le même gaz que nous brûlons comme carburant sur Terre. Les scientifiques ont découvert que les mers de Titan façonnent en fait sa météo locale, comme les grands lacs influencent le climat en Amérique du Nord. Le méthane liquide s'évapore, monte, refroidit, puis retombe sous forme de brume ou de pluie. L'air chaud s'élève tandis que l'air froid se précipite derrière et forme des cellules de convection, d'immenses boucles d'air en mouvement qui alimentent les tempêtes. Et pas juste les tempêtes ordinaires que nous connaissons. Non, Titan a des brises de lac, des bancs de brouillard et des cycles saisonniers qui tournent aux hydrocarbures plutôt qu'à l'eau. Le grand frère de Titan, Saturne, n'a pas seulement du mauvais temps. Il pique de véritables colères atmosphériques à une échelle qui fait passer les tempêtes terrestres pour une petite pluie d'été. Quand la sonde Cassini de la NASA a orbité autour de Saturne entre 2004 et 2017, ses instruments ont détecté des éclairs si puissants qu'ils pouvaient briller même en plein jour. Sur Terre, la foudre dépasse déjà la température de surface du Soleil pendant une fraction de seconde. Sur Saturne, certains éclairs transportent 10 000 fois plus d'énergie que ceux d'ici. Cassini a même détecté des signaux radio venus de ces tempêtes, ce qui veut dire que les chercheurs ont littéralement pu écouter le tonnerre rouler sur un autre monde. Certaines de ces tempêtes s'étendent sur plus de 190 000 miles de large, assez pour presque encercler toute la planète. Et puis, il y a le célèbre hexagone du pôle nord de Saturne, un courant G parfaitement hexagonal qui tourne sans arrêt depuis au moins 40 ans, depuis que les engins spatiaux l'ont remarqué pour la première fois. Les vents qui filent autour du pôle se verrouillent naturellement dans ce motif géométrique.
Cet hexagone s'enfonce sur des centaines de miles dans l'atmosphère de Saturne. Maintenant, allons sur Vénus, où le climat part complètement en vrille. À son pôle sud, une sonde a vu un immense vortex à double œil, à peu près de la taille de l'Europe, tournant sans fin dans d'épais nuages jaunes. Contrairement à la Terre, où l'atmosphère se déplace surtout avec la planète. Vénus présente quelque chose qu'on appelle la superrotation. Son atmosphère file autour de la planète environ 60 fois plus vite que la surface en dessous. Les vents y hurlent à près de 250 miles à l'heure. La température de surface y tourne autour de 870 degrés Fahrenheit. Assez pour faire fondre le plomb, le zinc et de nombreux composants de vaisseaux spatiaux. Il y fait si chaud parce que la lumière du soleil entre facilement. Mais le dense dioxyde de carbone piège si efficacement la chaleur sortante qu'aucun refroidissement n'a lieu. Même la pluie s'y comporte de façon cruelle. De l'acide sulfurique se forme haut dans les nuages, puis tombe vers le bas. Mais la chaleur extrême évapore les gouttes avant qu'elles n'atteignent le sol. Et la pluie disparaît simplement en plein air. Bon, notre dernière étape du jour, c'est Neptune. Elle ne reçoit qu'une infime fraction de la lumière solaire que reçoit la Terre. Et pourtant, elle alimente des courants G dépassant 1300 miles par heure, soit 2 fois la vitesse du son. De la chaleur doit remonter de son intérieur pour nourrir de telles vitesses. Quand Voyager 2 est passé en 1989, elle a repéré la grande tache sombre, un système de tempêtes à peu près de la taille de la Terre elle-même. Les tempêtes de Neptune apparaissent et disparaissent en quelques années et se comportent comme des systèmes vivants en évolution constante. Certaines de ces tempêtes dérivent vers l'équateur, puis inversent soudainement leur direction. Cela n'arrive jamais sur Terre. Neptune nous rappelle donc encore une fois que la météo dans l'espace ne suit pas toujours des règles familières. Parfois, la physique construit des systèmes si extrêmes que les scientifiques ne parviennent pas à les expliquer, même après des décennies d'observation. Sous la surface gelée d'Ariel, la lune d'Uranus, quelque chose de massif pourrait se dissimuler. Un océan de plus de 160 km de profondeur, soit 40 fois celle du Pacifique. Scellé sous la glace depuis des milliards d'années, attendant d'être révélé. Uranus est cette géante gazeuse bleu pâle, reculée et solitaire, rarement sous le feu des projecteurs. Récemment, les scientifiques ont orienté leurs télescopes et leurs modèles informatiques vers Ariel, l'une de ces 29 lunes connues. Comparée à ses frères et sœurs, Ariel possède une personnalité singulière. Lors du passage de la sonde Voyager 2 en 1986, elle a pris des photos montrant une surface étonnamment lisse, ponctuée de cratères, fractures et vallées. Ces détails n'ont d'intérêt que lorsque l'on comprend qu'ils révèlent une activité géologique. La Lune bougeait, se fissurait et se remodelait tout comme la Terre. Cela reste rare dans le système solaire externe, où la plupart des lunes ne sont que de silencieux blocs glacés, orbitant tranquillement autour de leur planète. L'étude de ces fractures, appelée grabens, a révélé un phénomène étrange. Leur motif ressemble exactement à ce qui se produit lorsqu'une pression s'accumule sous une surface, comme un ballon qui se tend avant d'éclater. Il semblait que quelque chose au cœur d'Ariel poussait vers l'extérieur, déformant et fracturant la croûte. Le coupable le plus probable serait un océan souterrain, jadis assez chaud pour exercer une pression sur les couches de glace. Un océan enfoui sous des kilomètres de glace, dissimulé depuis des milliards d'années. Comment un corps aussi éloigné du Soleil pourrait-il contenir de l'eau liquide? L'orbite d'Ariel n'est pas parfaitement circulaire, mais légèrement elliptique, ce que les scientifiques qualifient d'excentrique. Ainsi, au fur et à mesure qu'il tourne autour d'Uranus, l'attraction gravitationnelle varie à chaque passage. Cette traction constante étire et fléchit l'intérieur de la Lune, produit des frictions et génère de la chaleur. Ajoutez à cela la désintégration radioactive naturelle de son noyau rocheux. Et il y a suffisamment de chaleur pour faire fondre la glace profondément sous la surface. Ariel pourrait ainsi avoir créé son propre spa géothermique au milieu de nulle part. Les modèles de sa structure interne montrent que les contraintes provoquées par les forces de marée pouvaient maintenir l'eau liquide stable pendant des millions, voire des milliards d'années. Plus fascinante encore, des traces de cet océan pourraient subsister.
La croûte glacée d'Ariel présente des caractéristiques récentes, d'un point de vue géologique, laissant supposer que la Lune n'a pas été figée pour l'éternité. Sous ces fractures, de petites poches ou couches d'eau liquide pourraient encore exister. Et voilà la partie la plus captivante. La présence d'eau suggère un potentiel pour la vie. Chaque fois que les scientifiques détectent de l'eau liquide dans le système solaire, surgit la question que nous chérissons tous en secret. Quelque chose pourrait-il y vivre? Certes, Ariel n'est pas une station balnéaire tropicale, mais sur Terre, des microbes prospèrent près des cheminées hydrothermales au fond des océans, se nourrissant de composés chimiques plutôt que de lumière solaire. Si Ariel avait jadis des évents similaires injectant chaleur et minéraux dans son océan, il aurait pu héberger ses propres micro-organismes. Et si cet océan a existé, il pourrait encore contenir du sel. Les chercheurs estiment que sels et ammoniac agiraient comme un antigel, maintenant l'eau liquide plus longtemps. Ainsi, même si la surface descend à moins 212 degrés, l'intérieur pourrait rester suffisamment tempéré pour que l'eau demeure fluide. Avant que vous ne songiez à vous rendre sur Ariel, rappelons qu'il s'agit d'une lune en orbite autour d'une géante gazeuse située à environ 2,9 milliards de kilomètres de nous. La visiter n'est pas aussi simple que de réserver un billet d'avion. Voyager 2 est le seul engin spatial à s'en être approché, et cela remonte à presque 40 ans. Nous disposons de meilleures images des dunes de Mars que de la majorité des lunes uraniennes. Pour l'heure, les chercheurs doivent donc s'appuyer sur des simulations ingénieuses, les données des télescopes, et une patience considérable. Pourtant, cette découverte est majeure. Pendant des décennies, nous avons considéré des lunes telles qu'Europe de Jupiter ou Encelade de Saturne comme les meilleurs exemples de mondes océaniques. Glacées, dotées d'océans souterrains, elles ont même révélé des panaches d'eau s'échappant dans l'espace. Désormais, Ariel rejoint ce club prestigieux. Si une future mission vers Uranus est envisagée, Ariel constituerait une cible prioritaire pour l'exploration. Une autre destination qui mérite l'attention est Mimas, la lune de Saturne. Les savants pensaient jusque-là qu'il ne s'agissait que d'une boule de roche gelée, mais il pourrait receler un océan complet sous sa surface qu'un futur engin spatial pourrait détecter. Les chercheurs ont cartographié l'épaisseur de sa croûte glacée, ce qui permet d'estimer l'âge possible de l'océan et d'identifier les zones où la glace est la plus mince. Ces secteurs constituent les points les plus prometteurs pour de futures missions à la recherche d'eau liquide. Mimas ne ressemble guère à un monde océanique classique. En observant Europe ou Encelade, on distingue nettement fissures et crevasses dans leur manteau glacé. Mimas paraît lisse et tranquille, presque comme une bille flottant dans l'espace. Ces cratères semblent immuables, sculptés dans la roche plutôt que dans la glace. Rien n'évoque un monde océanique. Pourtant, il y a quelques années, les données de la sonde Cassini ont commencé à suggérer le contraire. Cassini, qui nous a offert notre meilleure exploration de Saturne et de ses lunes, transmettait des informations incompréhensibles si Mimas ne possédait pas d'eau liquide sous toute cette glace. Au fil des analyses, il est apparu qu'un océan naissant pourrait se tapir sous 19 à 30 km de glace solide. Les scientifiques ont appliqué des modèles initialement conçus pour Europe afin de comprendre comment la chaleur circulait dans la croûte glacée de Mimas. Ils cherchaient à connaître son épaisseur, sa capacité à retenir la chaleur, et si elle pouvait faire fondre la glace sous-jacente. Ils ont découvert qu'une fois la fonte amorcée sur Mimas, elle ne s'arrête pas mais s'accélère rapidement. Ce phénomène est directement lié à l'orbite de la Lune. Mimas n'orbite pas autour de Saturne en cercle parfait. Sa trajectoire est légèrement allongée. Cette forme ovale provoque des tiraillements et compressions dus à la gravité saturnienne. À l'image des marées terrestres générées par la Lune, Saturne fléchit la glace solide de Mimas, produisant ainsi de la chaleur. À un moment donné, un événement, collision ou influence gravitationnelle d'une autre Lune, a poussé Mimas sur une orbite légèrement plus excentrique. Son intérieur s'est alors réchauffé, a partiellement fondu et formé un océan sous la surface. Puis, la gravité a progressivement tendu à ramener Mimas vers une orbite plus circulaire. Quand cela se produit, le réchauffement cesse et l'océan finira par geler à nouveau. En somme, Mimas traverse actuellement sa phase chaude, dotée d'un océan actif.
Les modèles informatiques indiquent que ce changement orbital s'est produit il y a seulement 10 à 15 millions d'années, ce qui reste très récent à l'échelle cosmique. Il apparaît également que la chaleur ne circule pas en ligne droite dans mi-masse, mais se déploie en boucle et torsion selon l'épaisseur de la glace, rendant la détection de cet océan difficile, mais pas impossible. L'étude des mondes océaniques potentiels et de ceux que nous connaissons déjà avec certitude, tels qu'Europe, Encelade, Titan ou Callisto, revêt une importance capitale pour nous, sur Terre. Chaque fois que l'humanité découvre de l'eau liquide ailleurs, c'est comme retrouver une nouvelle version de l'élément même qui a rendu notre existence possible. Les océans terrestres ont engendré toute vie, y compris l'humanité. Comprendre comment les océans d'Europe ou d'Encelade restent liquides sans lumière solaire permet d'en apprendre davantage sur les sources hydrothermales terrestres, la chaleur et l'équilibre. De même, en modélisant la chimie de Titan, les scientifiques examinent ce que la Terre a pu être avant l'apparition de la vie. Il est possible que la vie ne soit pas si rare, et qu'un jour une sonde explore l'océan glacé d'Europe, avec la mission Europa Clipper de la NASA, ou prélève de l'eau dans les geysers d'Encelade pour y découvrir quelque chose, même une seule cellule vivante. Si cela se produit, notre compréhension de la vie serait totalement réécrite. Cela nous rappellera également que nous ne sommes pas le centre de l'histoire, mais un simple chapitre dans un univers regorgeant d'eau. Il se pourrait bien que nous soyons tombés sur la mer de toutes les réserves d'eau, et elle flotte dans l'espace. Elle se cache sous notre nez depuis au moins 12 milliards d'années. Quant à sa taille, elle est difficile à imaginer. 140 000 milliards de fois plus grande que tous les océans de notre planète réunis. Ce monde aquatique cosmique est en orbite autour d'un grand trou noir appelé quasar, situé à 12 milliards d'années-lumière. Les quasars sont des trous noirs supermassifs qui émettent des quantités colossales de radiation. On estime que celui-ci est 20 milliards de fois plus lourd que notre Soleil et qu'il est porteur d'une énergie capable d'en illuminer 1000 billions. Dans notre Voie lactée, nous sommes habitués à voir de l'eau sous forme de glace. La réserve d'eau dont nous parlons ici semble se présenter sous forme de vapeur. L'important dans cette découverte, c'est qu'il pourrait y avoir de l'eau partout dans l'univers. Il suffit de savoir où chercher. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que toutes les étoiles ne sont pas chaudes au toucher. Nous croyions jusqu'à présent que toutes les étoiles étaient becs comme notre Soleil, des boules de feu prêtes à faire fondre tout ce qui se trouve sur leur passage. Mais il en existe de plus froides, les naines brunes. Leur particularité réside dans le fait qu'elles sont trop petites pour réaliser la fusion nucléaire qui permet aux étoiles, comme notre Soleil, de briller. Elles ne dégagent pas beaucoup de lumière ni de chaleur, ce qui les rend difficiles à voir. On répartit ces naines brunes en différentes catégories. Les étoiles de type Iga, les plus froides, ont une température de surface inférieure à celle d'une tasse de thé. Si vous pouviez en toucher une, vous ne ressentiriez qu'une douce chaleur. Il y a environ 4 milliards d'années, Uranus a apparemment échangé sa place avec Neptune. Difficile d'imaginer que des planètes aussi grosses puissent faire ça. Mais cette théorie pourrait résoudre le mystère de la formation de notre système solaire. Nous savons que les planètes rocheuses se sont formées à la suite de collisions importantes. Prenez notre planète, par exemple. Il y a environ 4 à 6 milliards d'années, les choses se sont pas mal entrechoquées autour du Soleil, jusqu'à ce que la Terre atteigne sa forme définitive. Au cours de cette période, une collision plus importante a fait exploser suffisamment de roches et de gaz pour donner naissance à la Lune. Mais en ce qui concerne nos voisins du système solaire, Jupiter, Uranus et Neptune, les scientifiques n'ont toujours pas de réponse. Selon les modèles standards, il faudrait une éternité pour qu'ils se forment. Cela dépasserait l'âge du système solaire lui-même. Si cette nouvelle théorie est correcte, alors Uranus et Neptune seraient nés d'un nuage de gaz dense compacté autour du Soleil. Le problème, c'est que pour que cette théorie tienne debout, il faut que ces planètes aient échangé leur place à un moment donné de l'histoire. Neptune se trouve à environ 4,5 milliards de kilomètres, soit la distance la plus grande qu'une planète puisse atteindre dans notre système solaire. Uranus est un peu plus proche, à 3 milliards de kilomètres. Cette nouvelle idée suggère qu'après leur formation, bien plus près du Soleil qu'elles ne le sont aujourd'hui, leurs positions ont été modifiées. Cela pourrait être dû au passage de nombreuses comètes pendant des milliards d'années, qui auraient lentement éloigné ces planètes géantes.
Ce n'est pas une réponse définitive à la question de savoir comment elles se sont formées. Il s'agit plutôt d'une forte intuition étayée par de nombreuses données. En parlant de choses étranges trouvées dans notre univers, que dire de cette cuillère flottante que le rover Curiosity de la NASA a photographiée sur Mars? Alors que l'engin se promenait sur la planète rouge, il est tombé sur cet étrange rocher en forme de cuillère au cours de l'été 2015. Le rocher possède une poignée et projette même une ombre sur le sol. Il ne s'agit pas d'un ustensile abandonné lors d'un pique-nique martien, mais de ce que les scientifiques de la NASA appellent un ventifact, un rocher qui a été sculpté par le vent. Ce n'est pas la première fois que la surface martienne nous ravit avec d'étranges sculptures éoliennes. Il y a eu le visage sur Mars, un rat et même des beignets à la confiture. Il est possible que des diamants pleuvent sur plus de 1900 exoplanètes. Les scientifiques ont découvert qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des températures particulièrement élevées pour que le carbone se transforme en diamant, comme on le croyait auparavant. Jusqu'à récemment, nous ne connaissions que Neptune et Uranus comme étant susceptibles de présenter de telles pluies. Les astronomes se sont intéressés à ce phénomène pendant une quarantaine d'années. Mais ces planètes étaient difficiles à étudier. Seule la sonde Voyager 2 a pu passer jeter un coup d'œil. Des progrès considérables ont toutefois été réalisés grâce à des simulations en laboratoire. Neptune et Uranus sont des géantes de glace, parce que leurs couches externes sont remplies d'hydrogène, d'hélium, d'eau et d'ammoniac, ce que les scientifiques appellent de la glace. Leur magnifique teinte bleue est due au méthane présent dans leur atmosphère. Mais les pluies de diamants se produisent plus bas, dans les profondeurs. Si nous pouvions les visiter, nous verrions que sous l'épaisse atmosphère, il y a des couches de glace très denses. Toute cette pression entraîne des réactions chimiques qui peuvent générer des diamants de la taille d'une petite ville. Nous ne pouvons pas plonger dans Neptune ou Uranus avec une sonde à la recherche de diamants. Au lieu de cela, nous reproduisons ces conditions dans des laboratoires en pressant la matière entre des enclumes de diamants et en la frappant avec des lasers pour imiter l'environnement extrême de ces planètes. Grâce à cela, les scientifiques ont réussi à créer des diamants artificiels. Comprendre comment ces roches se forment là-bas pourrait également expliquer pourquoi Neptune est plus chaude qu'elle ne devrait l'être et pourquoi elle connaît des tempêtes aussi intenses. Ces diamants pourraient aussi nous permettre de percer le mystère des étranges champs magnétiques d'Uranus et de Neptune. Si nous faisons une comparaison avec ce qui se passe sur notre planète, on trouve des résultats très différents. Il se trame donc peut-être des choses bizarres au niveau du magnétisme de ces planètes. La NASA prévoit d'envoyer une nouvelle sonde vers Neptune ou Uranus au cours de la prochaine décennie. Comme les planètes s'aligneront parfaitement en 2030, le moment sera idéal pour explorer de près ces mondes étincelants. La planète Kepler 78b est une autre découverte cosmique étrange. Ce monde chaud, en fusion, fait le tour de son étoile en un temps record, une fois toutes les 8h30. Elle ne s'en trouve éloignée que de 1,6 million de kilomètres. Si nous pouvions poser le pied sur sa surface, nous remarquerions que son soleil est 80 fois plus grand que l'astre que nous voyons chaque jour dans notre ciel. Si nous appliquons ce que nous savons jusqu'à présent sur la formation des planètes, ce petit gars ne devrait même pas être là. Les spécialistes n'ont toujours pas la moindre idée de la façon dont il est apparu ou s'est retrouvé là où il est. Ce que nous savons, c'est qu'il va bientôt disparaître, en quelque sorte. Comme elle est extrêmement proche de son Soleil, cette planète brûlante entrera en collision avec lui dans quelques milliards d'années. C'est relativement bref sur le plan cosmique. Ce qui est similaire entre notre planète et Kepler 78b, c'est la densité. Certes, elle est environ 20% plus grande que la Terre et pèse presque le double, mais elle possède le même intérieur solide. Il est impossible qu'elle se soit formée plus près de son étoile et qu'elle se soit simplement éloignée avec le temps. Elle ne peut pas non plus être née beaucoup plus loin et avoir migré vers l'intérieur. Tout mouvement vers l'intérieur aurait été impossible à arrêter, et elle serait entrée en collision avec l'étoile. Cette découverte n'est peut-être pas particulièrement révolutionnaire, mais il y a de fortes chances que vous n'y ayez jamais pensé. Il y a peut-être de la poussière d'espace dans vos cheveux en ce moment même. Chaque jour, des tas de matériaux provenant de l'espace viennent s'écraser sur Terre. Parfois,
Ces objets sont visibles, comme lorsqu'un météore se transforme en météorite en s'écrasant sur le sol. Mais la plupart du temps, c'est plus discret. Ces matériaux dérivent à travers l'atmosphère et atterrissent sous la forme de ce que nous appelons de la poussière d'espace. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais cela représente environ 14 tonnes par jour. Cette poussière contient de minuscules fragments de roches et de métal détachés des astéroïdes et des comètes lors de collisions importantes. Ces particules sont très petites. Vous ne pourriez pas les voir sans instruments sophistiqués. Mais chaque fois que vous sortez de chez vous, il se peut qu'une partie de ces particules atterrisse dans vos cheveux. Je parie que vous vous souvenez que la planète la plus éloignée du Soleil est Neptune. En 1846, lorsque les astronomes européens se sont demandé comment nommer cette 8e planète récemment découverte, ils ont choisi le nom de la divinité romaine de la mer. Cette géante glacée est 4 fois plus grande que la Terre. Si notre planète faisait la taille d'une pièce de 5 centimes, Neptune serait aussi grande qu'une balle de baseball. Elle est également 17 fois plus lourde. Si vous vous approchiez de ce monde glacé, il vous semblerait bleu et peut-être accueillant. Cependant, cette surface est en réalité une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Alors ne vous faites pas trop d'illusions, vous ne pourriez pas atterrir sur cette planète. Son manteau, composé d'eau, d'ammoniac et de glace de méthane, est ce qui se rapproche le plus d'une surface telle que vous l'imaginez. Mais même là, vous ne trouveriez aucun sol solide où poser vos pieds. Quoi qu'il en soit, cette planète lointaine est entourée de mystères, et les astronomes n'ont pas encore percé tous ses secrets. Pourquoi les vents sur Neptune sont-ils si rapides? Pourquoi ce monde dégage-t-il plus de chaleur qu'il n'en reçoit? Pourquoi son champ magnétique est-il décalé? Et qu'est-ce que la grande tache sombre? Essayons de trouver quelques réponses. Neptune est environ 30 fois plus éloigné du Soleil que notre planète. Cela explique pourquoi il est si difficile d'étudier ce monde lointain. Cela signifie également que cette planète reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur de notre étoile. Mais d'un autre côté, Neptune émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Si l'on compare Neptune à Uranus, qui se trouve à proximité, on constate que même si Uranus est plus proche du Soleil, elle émet presque autant de chaleur que Neptune. Les astronomes ne savent pas encore exactement pourquoi. Mais bien sûr, ils ont des théories, car ce sont des scientifiques. Certains experts pensent que quelque chose de puissant à l'intérieur de la planète bleue lui fait générer plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Cela pourrait expliquer les énormes différences de température sur Neptune. De moins 160 degrés Celsius au sommet des nuages glacés à plus de 6650 degrés en son cœur. Il est donc conseillé de porter plusieurs couches de vêtements. Ces variations de température pourraient être à l'origine de violentes tempêtes de vent. Leur vitesse peut atteindre 1930 km/h. À titre de comparaison, les vents les plus puissants sur Terre soufflent à une vitesse de 400 km/h. Une autre particularité des vents de Neptune est qu'ils soufflent vers l'ouest, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation de la planète. Une étude publiée en 2013 a émis l'hypothèse que les vents sur Neptune se formeraient en couches minces, d'une épaisseur maximale de 960 km. Une telle minceur pourrait signifier que ce sont les processus de condensation et d'évaporation de l'humidité qui produisent ces courants d'air extrêmement rapides. Il y a ensuite la question du décalage du champ magnétique de Neptune. Si vous placiez un aimant sur cette planète, il ne serait pas aligné avec son centre. Les astronomes ne savent pas exactement pourquoi. Les champs magnétiques sont produits par des courants en mouvement. Et toutes les planètes, y compris la Terre, sont censées avoir des matériaux conducteurs en mouvement dans leur cœur. Mais le cœur de Neptune est un peu différent. Son champ magnétique est incliné de 47 degrés par rapport à la rotation de la planète. Cela signifie que la rotation et le magnétisme ne sont pas alignés de manière inhérente. Et n'oublions pas la grande tache sombre. Non, je ne parle pas de la tempête la plus massive du système solaire qui porte le nom de grande tache rouge et se trouve sur Jupiter. Je fais référence à une tache similaire découverte sur Neptune par Voyager 2 en 1989. En 1995, le télescope spatial Hubble a tourné son objectif vers Neptune. Malheureusement, à cette époque, la tache avait déjà mystérieusement disparu. Et les scientifiques n'ont aucune idée de la manière dont elle s'est effacée. Mais devinez quoi? Une autre tache sombre a été découverte sur la géante glacée. Les astronomes savent depuis un certain temps que la surface de Neptune est parfois parsemée de taches sombres. Ces décolorations étranges ont été associées à des zones de haute pression, apparaissant et disparaissant au fil des ans. Cependant, jusqu'à récemment, personne n'avait observé la formation d'une tache sombre.
Depuis, les astronomes ont observé la naissance de taches sombres de manière assez régulière. Ils ont désormais une meilleure idée de l'endroit et du moment où ces énormes tourbillons peuvent se former. Contrairement à ce que l'on pensait, les astronomes considéraient autrefois Neptune comme un monde ennuyeux et sans relief. Cette géante glacée possède une atmosphère hyperactive. Elle est turbulente, avec des ondulations nuageuses et de violentes tempêtes. De plus, elle possède un système d'anneaux. Malheureusement, ces anneaux ne sont pas de jolis cerceaux tournant autour de Neptune comme on peut en voir autour de Saturne. Les anneaux de notre géante de glace sont étonnamment épais et contiennent des amas de matière qui forment comme des arcs. Les astronomes nous expliquent que ces amas sont en fait des endroits où de nombreuses particules se sont agglomérées. On ne sait pas encore exactement ce que cela signifie. Mais ce que je préfère chez Neptune, c'est ceci. Les astronomes pensent qu'au plus profond de la planète, il pourrait y avoir une couche où il pleut des cristaux de diamants. La pression et la température intense à l'intérieur de Neptune brisent les molécules de méthane, ce qui libère du carbone. Ces composés de carbone trouvent leurs molécules sœurs et créent de longues chaînes, qui sont ensuite comprimées pour former de magnifiques motifs cristallins, semblables à des diamants. Lorsque ces formations traversent ensuite les couches du manteau de Neptune, elles sont exposées à une chaleur extrême qui les vaporise, et elles remontent à la surface pour, vous l'avez deviné, recommencer ce cycle. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle d'une pluie de diamants. Que diriez-vous d'une petite expérience amusante? Imaginons que nous faisons exploser Neptune. Pour l'avancement de la science, bien sûr, comme vous le savez déjà, cette planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir déclenché le processus, vous verriez le manteau liquide de Neptune éclater. Cela ressemblerait à une bombe à eau lancée du haut d'un gratte-ciel. Attention, ne faites pas cela chez vous. L'impact projetterait de l'eau, de l'ammoniac et de la glace de méthane dans l'espace. Et tout cela serait suivi par les restes du manteau de la planète, liquide et incandescent, semblable à de la lave. Ensuite, il y aurait un ouragan de roches solides, soit ce qui resterait du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Bon, maintenant, remettons cette jolie géante glacée dans son état initial. J'ai une autre expérience à vous proposer. Remplaçons la Lune, oui, notre bon vieux satellite, par Neptune. La géante de glace est bien plus grande que la Lune. La planète ressemblerait à un gros ballon bleu vif dans notre ciel. Et nous la verrions non seulement la nuit, mais aussi pendant la journée. Elle nous paraîtrait 15 fois plus grande que le Soleil. Imaginez un peu, les éclipses solaires se succéderaient indéfiniment. Une fois le Soleil disparu derrière Neptune, notre planète serait plongée dans l'obscurité totale pendant pas moins d'1 heure et demie. Et comme Neptune est également beaucoup plus massive que la Terre, son attraction gravitationnelle est beaucoup plus forte. C'est pourquoi, au lieu d'avoir un compagnon protecteur et puissant, notre planète finirait par devenir un satellite, oui, une lune de Neptune. Elle se mettrait à orbiter autour de Neptune, un peu plus loin que sa plus grande lune, Triton. Et il y aurait un grand risque que la Terre entre en collision avec ce corps spatial. Mais supposons que nous ayons la chance de ne croiser aucun des satellites de Neptune. Même sans ça, nous aurions pas mal de problèmes. Les marées sur notre planète deviendraient 1000 fois plus puissantes que celles causées par la Lune. La force gravitationnelle de Neptune ne déchirerait pas la Terre, mais elle réchaufferait notre planète. Comme si nous n'avions pas déjà assez chaud, n'est-ce pas? L'activité sismique augmenterait, provoquant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout ça est plutôt inquiétant. Alors laissons Neptune là où elle est, et contentons-nous de notre bonne vieille Lune. Bien, nous avons terminé nos expériences. Mais écoutez-moi. Au-delà de l'orbite de Neptune, il existe la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'énormes objets glacés. Le plus curieux dans cette formation spatiale est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils ont est que Neptune pourrait nous cacher une autre grande planète. Serait-elle de mèche? Cette planète hypothétique a déjà été baptisée Planète 9. Et tout ce qu'il nous reste à faire est d'attendre que son existence soit confirmée. Ou pas.